En ce moment, j'ai fait beaucoup de vidéos sur des jeux de combat. Mais à la base, ma chaîne, c'est pas que des jeux de combat, donc parlons d'un jeu sorti récemment auquel j'ai joué et que j'adore, un certain Persona 3 Reload. Reload, donc, remake de Persona 3 tout court, rappelle que FaZe et Portable ne sont qu'une hallucination collective. Dans ce Persona, on va jouer notre émo aux cheveux bleus préféré, Makoto. Oui, mais non, pas toi. Bref, pas de route, on joue une fille du coup, ce qui signifie pas de social link avec Junpei. Une minute de silence pour lui s'il vous plaît. 2 secondes feront l'affaire. Dans cette version dépressive de Persona 5, nous allons donc explorer le même Pardon, je voulais dire Tartarus, en tant qu'unique donjon de ce jeu durant une heure spéciale, une heure ténébreuse, une heure malveillante, où apparaît ce plus ténébreux des donjons, une heure sombre. Ah, ça me fera toujours autant penser une mauvaise attraction de Disneyland. Mais bref, rentrons dans le vif du sujet et regardons ce que donne le gros du gameplay de ce RPG. Déjà, point positif. Même si ce jeu n'est pas Persona 5, il en reprend le point le plus cool de ce dernier, son UI. Et son UI, mon con, oh, elle est parfaite! Là où avant, même si c'était légèrement plus dans le contexte, avec le petit berrier qui change là. Bah, c'était un layout de RPG 2016, mais vu que laisser cette connasse dans sa stratégie de base était la pire des idées, car elle allait spammer Marine Karine, t'allais souvent perdre un peu de temps à naviguer dans ses menus. De toute façon, c'était juste un déguisement qui ne réglait pas le problème qu'on peut souvent retrouver dans d'autres RPG, là où avec l'UI de Persona 5, où chaque touche est attribuée à un menu ou une action, tout s'enchaîne beaucoup plus vite. D'ailleurs, j'ai parlé de stratégie. Non pas que vous en aurez besoin, mais avant, si vous n'aviez aucun mode, vous ne contrôliez pas vos alliés. Et c'était chiant. Ça avait une raison d'exister, car c'était là pour représenter que tes potes ne sont pas des drones, mais en vérité ce sont des humains qui juste vivent, mais sauf que un humain, ça ne spammerait pas Marine Karine après que ça aurait vu à quel point c'est peu efficace. Bref, ce que je veux dire, c'est que pour contrôler les mouvements de vos alliés, il fallait leur dire quelle stratégie appliquer. Ce qui, d'un point de vue gameplay, est je trouve une vraie purge. En tous les cas, dans ce remake, cette partie extrêmement chiante du gameplay est partie, et c'est tant mieux. Par contre, une autre chose qui est partie, et pas pour le mieux je dirais, c'est le fait qu'on peut pas donner de gants ou arc à notre héros, pour avoir accès à tous les types d'attaques. C'est un peu dommage, même si moins important qu'avant, car on n'est plus dépendant d'abrutis qui préfèrent utiliser Marine Karine que d'attaquer la faiblesse de l'adversaire, ou encore dépendant de Yukari de sa précision de merde, mais c'est une partie qui aurait pu être laissée à mon humble avis. D'autant plus que l'équipe manque clairement de dégâts contondants. D'ailleurs, oui, dans ce jeu, on a plusieurs types d'attaques physiques. Tranchant, contondant et distance. Là où Persona 5 ne possède que physique et gun, et Persona 4 ne possédait que physique. Ça diversifie toujours plus les possibles faiblesses à aller chercher, et bah c'est cool, mais comme seulement 2 alliés possèdent une arme contondante, je maintiendrai toujours que ça aurait été cool de laisser aux joueurs l'accès libre à tous les types d'armes. Pour sublimer un peu tout cela, on a les théurgies. Théurgies. Les théurgies. C'est une bonne idée saupoudrée de parfois certaines idées un peu plus bof. Mais ça reste cool. En gros, dans FaZe, vous aviez des capacités spéciales en fonction des personnages que vous aviez. Orpheus et Apsara, ou Jack Frost et Jack-O-Lantern, pour ne citer que les premières combinaisons. Ça consommait de fou les PC, mais c'était cool, et surtout limité au protag par sa mécanique. Maintenant, avec la théurgie, tout le monde possède une barre à augmenter, soit en combattant normalement, soit en faisant des actions arbitraires spécifiques au personnage. Ça peut aller au très simple comme Philippe des Ferfona ou Foine les vents à faire un coup critique. Un coup critique, merde! Autant Makoto et Yukari, ils ont un truc qu'ils font souvent, autant Junpei, même si des crits, ils vont en faire plus que d'autres en théorie. Ah, je suis désolé, hein, mais j'ai plus vu ma Yukari crit que Junpei, c'est grave, mais c'est pas aussi grave qu'un certain Akihiko. Aki, lui, sa condition pour gagner de la barre, c'est se renforcer. Sachant qu'il n'a pas de compétences pour se renforcer. Non mais je vois que le designer de chez Game Freak est venu faire un stage d'un jour chez Atlus. Mais allez, pour contrebalancer, je vais parler des conditions pour un autre personnage que je trouve vachement cool. Et c'est la condition de Ken. Ken, lui, il gagne de la barre quand ses SP sont tout bas. Sachant que contrairement à Yukari, qui peut spammer les sorts de soins sans être en rade, Ken, lui, tous ses sorts dépensent de fou, qui, soit dit en passant, va entre guillemets très bien avec le fait que c'est un gamin et qu'il a par conséquent une endurance moins bien élevée que ses compagnons. Mais dans tous les cas, sa condition synergise bien avec son kit. Et c'est cool, sachant que après, vous aurez des passifs qui feront que Ken justement regagnera un petit peu de PC à chaque fois, ce qui fait qu'il pourra regagner un certain équilibre durant la partie, là où avant, à partir du moment où vous avez dépensé quelques sorts, il devenait juste une machine à utiliser sa théurgie. Outre leurs conditions inégales, donc, le fait que tout le monde y ait accès,
bah c'est cool. Ce qui aide aussi à les trouver cool, c'est que, contrairement aux grosses attaques de Persona 5, elles sont plus facilement accessibles. Leurs animations sont cool et assez boring pour se sentir satisfait quand on les utilise. Elles sont introduites avec un petit event spécial pour elles qui développe les personnages. C'est cool. Autre chose que je trouve également assez cool, c'est les ennemis que vous allez affronter. Là où dans Persona 5, les combats ont un aspect Pokémon, car les ennemis sont des personnages que vous pouvez recruter sur le tas. Dans Persona 3, vos ennemis sont des monstres. Et un monstre, ça ne se recrute... Bon, peut-être pas tous les monstres, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ce côté où on affronte de vrais mobs, c'est en soi pas du tout un plus. Mais quand tu t'es habitué à quel personnage a telle ou telle faiblesse ou telle compétence, tu as tendance à adopter directement la bonne stratégie. Là où les monstres de ce jeu est de retrouver un point important dans un RPG, galérer quelques tours à trouver la faiblesse de l'adversaire. Même si Fuka peut directement nous révéler les faiblesses de l'adversaire, ça consomme bien CSP, qui sont souvent utilisés en dehors de combat également, donc difficilement spammable sans un stock d'objets assez conséquent. Et dans tous les cas, le scan n'est pas disponible lors du premier tour, vous forçant donc soit à vous booster, soit à chercher par vous-même la faiblesse de l'adversaire. Maintenant, côté combat, il n'y a pas d'autres nouveautés, car le reste se retrouve déjà sur Persona 5. Donc pour conclure un petit peu ce que ça donne les combats, bah en vrai, c'est du Persona 5 adapté à Persona 3. Et, bah encore une fois, c'est cool. Mais vous savez ce qui est également aussi très cool? Le gameplay hors combat. Regardons donc les nouveautés de gameplay en dehors de la castagne. Commençons directement par comment récupérer des personnages, car les gamers de YouTube qui ont joué à Persona 5 ne savent peut-être pas qu'avant, on ne menace pas nos ennemis pour qu'ils se joignent à nous quand ils sont à terre. Car déjà on n'a pas de flingue, donc faire un braquage au katana face à un bodybuilder qui fait 3 mètres de haut, c'est en général pas la meilleure des idées, mais surtout car en dehors des fusions, on récupère des personnages dans un tirage de cartes après le combat. D'ailleurs, ce mini-jeu de cartes était, je trouve, un poil plus marrant avant, étant donné qu'il fallait retrouver la carte que tu voulais après que le jeu les ait mélangées devant toi d'une manière où tu peux à peu près la suivre du regard. La plupart du temps du moins. Mais ça posait aussi d'autres problèmes réglés en nous donnant un simple choix, comme le fait que si on gardait ça, les skill cards allaient être beaucoup plus chiants qu'autre chose, vu qu'on aurait dû piffer une potentielle skill card contre de l'XP ou de l'argent en plus par exemple. Tiens d'ailleurs l'argent, chose que Dracus me doit à chaque vidéo que je lui fais, ici on n'en gagne pas quand on tue un ennemi, mais en choisissant la carte de l'argent à la fin des combats. On pourrait donc se dire que ce personnage serait enfin un personnage où le protag lycéen que nous contrôlons ne serait pas riche au bout de quelques jours. Sauf que les ennemis de Tartarus dropent v'là les items qui n'ont que pour but de se revendre, qu'Elisabeth aime bien nous en souvenir de thunes, et que l'argent donné via les cartes sont équivalents à ceux d'une soirée de travail. Donc l'économie de ce jeu va aussi à la poubelle. C'est dommage, car ça aurait pu être réglé en augmentant un petit peu les sous des travaux, et en enlevant les objets qui n'ont que pour but de se revendre dans Tartarus. En parlant de Tartarus d'ailleurs, comme j'adore les transitions fluides et incroyables, c'est l'endroit où vous passerez le plus de temps, et qui est l'équivalent du Memento de Persona 5, en plus grand et un poil plus poussé je dirais. Même si le Memento reste bien, c'est surtout que Tartarus est adapté pour une session de jeu jusqu'à la fin. En comparaison, je le trouve donc un poil mieux. Bien, maintenant je propose qu'on parle des social links, la vraie raison pour laquelle nous achetons tous un personnage, n'est-il pas? Le gameplay bien foutu, lui incroyable, l'histoire souvent cool à suivre. C'est un truc de nul ça! Un vrai gamer joue un personnage pour le simulateur de romance enfin! Ces confinants étaient l'un des points forts de Persona 5, et, je trouve, un des points noirs de Persona 4. Dans Persona 5, upgrade un social link, c'est cool, que ça va sûrement nous donner des éléments de gameplay en plus. Ils avaient donc tous une utilité, et donc, même ceux qu'on détestait, pouvaient se voir être utiles. Là où dans Persona 4, un confident n'est rien de plus qu'un moyen de fusionner une persona une fois maxé. Ce qui prend du temps et vole une journée entière où on aurait pu grinder dans le monde des dans le monde des Shadows. C'est quoi déjà le nom de... Bref, ça vole une journée, on aurait pu grinder car les combats étaient en journée. Outre le fait que ça m'ennuyait déjà qu'il n'ait pas essayé de les rendre plus intéressants dans Persona 4, dans Persona 3, que ce soit l'original ou FaZe, c'était excusable car c'était le premier jeu à les introduire. C'était donc déjà une nouveauté en eux-mêmes. Là où, dans ce remake sorti après le 5, je trouve ça à la limite de l'inexcusable, de ne pas essayer au moins de les rendre plus intéressants à faire. Genre, ça vous coûtait quoi de rajouter des trucs à la con, genre maxer le connard du début vous donnerez des bonus sur les confidents féminins, le gourmet booste les soins des items qui sont très clairement de la nourriture, ce genre de choses quoi. Au moins, ils ne volent pas de journée où vous auriez pu vous balader dans Tartarus. Mais ça reste dommage quand on voit les petites scènes qui ont été rajoutées. En fonction de là où vous êtes dans l'aventure, vous aurez des scènes exclusives à reload avec vos amis du dortoir, qui partagent un seul et même confident. Ce qui, à l'époque, voulait dire qu'on ne pouvait pas passer de temps entre bros avec Junpei, vu que il n'avait pas de confident. Cette époque-là, elle est révolue. Vos alliés vous proposeront donc souvent d'aller les voir en dehors de Tartare. D'ailleurs, si c'est pour une activité dans le dortoir, votre allié y gagnera un passif supplémentaire au bout de la 3ème activité. Et ce genre de passifs, ils sont vraiment pas anodins, hein. Genre, regardez celui d'Akiko, autant sa condition pour sa théurgie, elle est nulle à chier, autant son passif, oh putain mon gars. Mais personnellement, c'est le genre d'ajout que j'adore, car
outre des clins d'œil sympas comme le fait que le film d'horreur qu'on regarde avec Yukari joue la musique de Catherine, elle rajoute des choses à faire qui n'étaient de base pas très nombreuses dans les jeux originaux. Sachant que ce problème a encore une fois été grandement atténué, voire a disparu avec Persona 5. Ça aurait été stupide de ne pas au moins rajouter des choses à faire. Se promener dans Persona 3, donc, j'espère avoir été assez positif pour vous faire comprendre que je trouve cela cool. À l'exception de certains confidents, dont 2 qui sont vraiment très douteux, c'est rare qu'on se fasse chier en dehors des combats de ce jeu. Et franchement, redécouvrir Iwatodai avec le moteur de Persona 5, c'est franchement sympa. Et tout ne tourne pas autour des combats ou des mécaniques de gameplay dans un RPG. On souhaite donc aussi avoir une bonne histoire. Comme Reload est un remake qui se veut fidèle à l'original, les critiques que je ferai ne seront pas visées à ce jeu-là, mais du coup au Persona 3 original sur PlayStation 2. Comme on va parler de l'histoire, il y aura forcément des spoils. Je ferai donc une partie sans spoil majeur et une autre où je ne me gênerai pas pour spoiler. Je préviendrai à chaque fois, mais soyez prévenus. Ça ne vous surprendra peut-être pas que je vous dis que s'il existe un Persona 3, il existe donc un Persona 2 et 1. Mais vous vous demanderez sûrement pourquoi je vous parle de ça. C'est parce que entre Persona 2 et Persona 3, la formule a radicalement changé pour quelque chose de moins direct, si je puis dire, pour quelque chose de plus étalé. A slice of life en quelque sorte, étant donné que ce qui sépare les actions que l'on fait, parler à des potes, jouer à la salle d'arcade, cuisiner ou aller casser du mob, c'est des journées. Là où avant dans Persona 2 et 1, c'était comme je disais quelque chose de plus direct, étant donné que rien ne séparait les actions que l'on faisait dans ce monde. Ce qui du coup, au moment de la transition, a un peu affecté l'histoire, étant donné qu'on a une année in-game pour finir ce qu'on a à faire. Les antagonistes du jeu prennent du coup beaucoup de temps à se dévoiler et à agir, ce qui peut, selon certains, être un problème. Globalement, pour ne pas tout spoiler directement, le protable que l'on contrôle s'est vu assigné à un nouveau lycée et dortoir au cours duquel il se rendra compte qu'il existe une 25e heure nommée l'heure sombre. De là, le jeu introduira très brièvement les personnages, et j'insiste sur le mot brièvement, car là où dans Persona 4 et Persona 5, t'as des descriptions complètes de qui ils sont et de ce qu'ils foutent dans leur vie, dans Persona 3, une introduction typique de personnage, c'est ça. Bonjour les jeunes, je vous ai dégoté une nouvelle recrue. Bon, il a chané un peu entre deux tombes quand je l'ai trouvé, mais il a le potentiel, donc même s'il n'a que 10 ans, il vous rejoindra sous peu. Ce qui, si leur design n'aurait pas été aussi visuel, aurait, je pense, été un frein au fait que beaucoup de personnes les auraient aimés. Mais surtout, me laisse une étrange sensation de vide, étant donné que là où dans d'autres jeux on te matraque de pavés de lore et d'anecdotes sur les personnages, là on te matraque, mais pour te dire oh putain de combien il faut que tu révises, et vu les stats exagérées qu'il faut avoir en savoir, je pense que je suis plutôt d'accord dans le cadre du jeu. Mais bref, vous êtes une joyeuse troupe qui se connaissent tous plus ou moins avec une cinquantaine de guillemets, qui allez affronter des monstres dans une heure spéciale où des monstres peuvent apparaître, et qui changent le lycée où ils vont étudier en une grosse tour qui fait spawner plein de monstres. Et je ne peux pas aller plus loin sans spoiler, je vous invite donc à partir si vous n'avez pas encore joué au jeu et qui vous intéresse grandement. Pour le reste, il y a une tag sur Persona qui dit que le 5 a le meilleur gameplay, le 4 le meilleur cast, et le 3 la meilleure histoire. Et autant l'histoire, elle est bonne et cool à découvrir, autant meilleure. Vraiment? J'aurais tendance à dire que pour que ce soit accurate, faudrait changer la tech sur Persona 3 et 4, car pour le coup, même si j'ai beaucoup de choses à redire sur l'avant-dernier opus de cette série, j'ai adoré son histoire. Là où je dirais que celle du 3 a quelques trucs qui me gênent un peu. Des soucis du type, c'est bien beau de tuer 3 personnages importants, mais ce serait encore mieux si 2 d'entre eux, justement, ne seraient pas expédiés d'une force. Là où Shinji a eu droit à ce moment et les jeux arrêtaient pas de nous rappeler qu'il allait crever en mode le frérot il allait pas passer l'hiver, mais la mort du père de Mitsuru et Ikutsuki, je suis désolé mais ces deux morts qui sont, à mes yeux, assez osef, Le père de Mitsuru, typiquement, c'est juste une raison de nous séparer d'elle pour quelques jours, histoire de nous rappeler que cette mécanique existe, vu qu'on l'a vraiment vu 2 fois dans le jeu, et la deuxième fois c'était avant qu'il meure. Si la raison c'était de nous attrister, le but a été purement raté. Et Ikutsuki, lui, c'est pas que je sois pas attristé de sa mort, mais que sa transition en méchant, elle est si brève. Ça reste quand même un personnage qui nous a accompagnés durant la moitié du jeu, qu'on jette à la poubelle sous l'excuse que c'était un méchant. La scène en elle-même, elle reste intéressante, je dis pas, mais ça reste un peu dommage, vu qu'on l'a vraiment vu une seule fois agir en tant que vilain. Le mot bref est globalement ce qui peut se mettre derrière beaucoup de choses dans ce jeu. Mais même si avec du recul, j'ai cette sensation de brièveté dans beaucoup de moments de l'histoire, ça en reste une qui reste plus que cool à suivre. Quitte à parler des morts, parlons de Shinji. Je ne parlerai pas de sa mort, mais plutôt de sa petite quête juste avant. Globalement, ça part de Mitsuru qui te demande d'aller lui demander de revenir au lycée, et t'apprends petit à petit que si c'est important
pour elle et Akihiko qui leur reviennent, c'est pas pour des délires de l'avenir est important, il faut avoir le bac ou je sais pas quoi, sachant que à Skip, il mourra bientôt à cause des trucs qu'il prend, mais car il leur avait promis qu'ils passeraient tous les trois leur année sans laisser aucun d'entre eux derrière. La façon dont il montre un certain conflit avec Shinji qui refuse de ne pas honorer une promesse, mais en même temps, il sait qu'il ne passera pas l'hiver, donc à quoi bon? Et la façon dont on peut le pousser à vouloir revenir, tout ça pour qu'après, une fois que sa mort est passée, on découvre, en rentrant dans sa chambre, qu'il avait les dossiers de réinscription dans son bureau. C'est beau putain, j'ai une larme mec. Je rajouterai sur une petite note que la fin est tout bonnement incroyable par ailleurs. La musique, le boss final, la petite fin là, la petite conclusion... C'est juste beau, frère. D'ailleurs, j'avais oublié durant un moment le contenu de Answer, le DLC qui sortira en septembre, qui était de base dans FaZe. Et je me suis rendu compte que certains trucs, notamment le délire que le protag était une porte, étaient venus avec Answer. Non, parce que je suis désolé, hein, mais si la seconde partie du jeu ne m'aurait pas dit que le protag était scellé, mort ou je sais pas quoi, moi j'aurais juste considéré qu'il s'est tapé sa meilleure sieste sur les genoux d'Aegis. Hein. Et franchement, terminé sur une petite sieste là, sur les genoux d'Aegis, avec tout le monde qui vient nous voir à la toute fin, moi je dis c'était déjà beau comme ça. Je pense avoir dit globalement tout ce que je tenais à dire sur le jeu. Évidemment, je pense que ce n'est pas la peine que je vous le dise, mais je vous conseille d'y jouer, hein. C'est un classique remis au bout du jour. Sachant que ce dit classique était très dur d'accès par des moyens légaux. Non parce que je comprends mieux du coup pourquoi entre FaZe et Portable, ils ont décidé de prendre Portable pour le porter sur nouvelle gen, mais du coup, jusqu'à la sortie de ce remake, c'est une conclusion bien triste pour Persona 3. Surtout que FaZe et l'original, vous avez vu à combien ils se vendent actuellement? Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo tout en ayant déjà fait Persona 3 Reload et qui s'en veulent plus, bah jouez à Persona 5 et 4, ou faites la run FMC de Portable si la vieillerie ambiante de ce jeu ne vous gêne pas trop. Sur ce, moi je vous dis salut parce que le grind continue.